Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. À l'issue d'une saison faste pour le ballon ovale, Franck Ferrand nous parle de rugby cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Les passionnés de rugby sont innombrables, mais est-ce qu'ils connaissent toujours bien l'histoire de ce sport, pas comme les autres? Pour nous aider tous à réviser nos classiques, j'ai demandé à Jean Dury d'être des nôtres cet après-midi. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Olivier de circonstance, puisqu'il veut connaître l'origine du bouclier de Brennus. Oui, il va de soi que nous choisissons les questions en fonction des thèmes de l'émission. Vous aurez remarqué ça, Anissa, bien entendu. Donc pour le moment, vive le rugby et comme disait Roger Coudert, allez les petits! Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. Ah, le rugby, c'est toute une imagerie, bien entendu, le sud-ouest de la France, les matchs du samedi après-midi, maintenant du dimanche, pas mal, les 5 nations, enfin moi quand j'étais petit on disait les 5 nations, maintenant elles sont 6, n'est-ce pas? Les crunchs France-Angleterre, et puis bien sûr le haka néo-zélandais, censé effrayer les adversaires. Alors, tout ça c'est le folklore, si je puis dire. Quelles sont les origines de ce sport collectif? L'histoire ou la légende veut qu'en 1823 en Angleterre, à l'occasion d'un match de football dans le collège d'une ville qui s'appelle Rugby, figurez-vous, un des étudiants, il s'appelait William Webb Ellis, ait eu l'idée surprenante de prendre la balle avec les mains et contre toute attente, on était en train de jouer au football quand même, et il a transgressé complètement les règles, il est parti le ballon sous le bras vers le but opposé. Alors pour tout vous dire, à rugby, une statue, une plaque de marbre immortalise l'événement, mais certains contestent cette version, nous verrons ce qu'il faut en penser tout à l'heure avec Jean Dury. Les origines de ce sport remontent beaucoup plus loin. Quand je dis beaucoup, c'est même beaucoup. On peut remonter tout à fait facilement à l'Antiquité. Environ 2000 ans avant notre ère, on pratique déjà un certain nombre de sports dans les régions, enfin en Mésopotamie, même dans la Grèce très archaïque. Dans la Grèce antique, au 5e siècle avant notre ère, on pratique des jeux de balle comme l'épicitre, la pleine Inde, l'aporaxis, enfin bon, un certain nombre de jeux qui peuvent, par certains aspects, déjà faire office d'ancêtres du rugby. On trouve au Musée national d'archéologie d'Athènes, sublime musée du reste, on trouve traces sur des bas-reliefs, sur des mosaïques, etc., de jeux de balle, des jeux qui d'ailleurs, et c'est assez rare dans l'Antiquité pour être souligné, sont parfois pratiqués par des femmes. Alors, Homère, dans l'Odyssée, raconte qu'Alcinos, roi des Phéaciens, fait jouer ses 2 fils qui, je cite Homère, prirent à 2 mains un beau ballon brillant. Et Athénée de Naucratis décrit un de ces jeux de balle, en l'occurrence c'est la pleine Inde, dans le livre Le banquet des sophistes. Donc là on est dans une période plus récente, au 3e siècle avant notre ère. Ayant pris la balle, il se plaisait à faire la passe à l'un en évitant l'autre. Il la faisait manquer à celui-ci, déstabilisant celui-là, et tout cela avec des bruits sonores. Je l'ai, balle longue, passe de côté, passe au-dessus, en bas, en haut, balle courte, passe derrière. Vous voyez qu'on jouait déjà à ce genre d'esquive au 3e siècle avant notre ère. On harcèle l'adversaire, à l'époque on le bouscule, on lui arrache le ballon des mains, on lui saute au cou pour lui arracher la balle, on la lance à la main, bref, tout ça évidemment manque encore singulièrement de ritualisation. On s'enduit aussi parfois le corps d'huile d'olive pour rendre les prises plus difficiles. Les Grecs vont implanter tous ces jeux dans tout leur empire, notamment en Sicile. Faudrait noter d'ailleurs qu'il y a un ancêtre du rugby en Égypte, mais enfin je ne vais pas repartir en Égypte, là ça nous entraînerait un peu loin. Et puis les Romains, évidemment, comme toujours, vont hériter la tradition grecque. Et là, le jeu se précise avec un jeu qui s'appelle l'arpastum, qui signifie littéralement la balle à jouer. On pratique ce jeu, l'arpastum, sur un terrain rectangulaire, marqué par des lignes de touche, divisé par une ligne centrale. Vous voyez quand même que ça commence à se préciser, tout ça. Le jeu regroupe entre 5 et 12 personnes dans chaque camp. Alors il y a 2 écoles sur le sens de ce jeu. L'équipe attaquante garde le ballon dans la moitié du terrain et l'adversaire cherche à se l'approprier pour le conserver dans un camp. Il est possible de tacler, de plaquer le porteur du ballon et le jeu au pied est peu utilisé. Voilà ce que nous dit l'école générale, classique si je puis dire. Mais
D'autres spécialistes veulent que le but soit plutôt de lancer la balle afin qu'elle tombe derrière la ligne de but adverse, les joueurs pouvant indifféremment se passer la balle, feinter l'adversaire, reprendre le ballon au bond, et étreindre leur rival, l'accrocher, le plaquer ou même l'étrangler. Difficile à dire parce qu'évidemment on n'a pas les règles du jeu. Jules César avait imposé à ses soldats de pratiquer l'arpastoum parce qu'il pensait que c'était un bon moyen d'attiser leurs réflexes. On dit que lui-même le pratiquait d'ailleurs. Alors, grave question, est-ce que lors de leur occupation des îles britanniques, qu'on appelait la Bretagne à l'époque, les Romains ont emporté l'arpastoum de l'autre côté de la Manche? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus tard, au Moyen-Âge, un sport qui fait beaucoup penser au rugby et qui s'appelle la soule. Alors on a dit tout et n'importe quoi sur ce jeu de soule. Je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi puisque Jean Dury est là et qui écoute très attentivement ce que je raconte. C'est un jeu qui se joue avec une vessie de porc. Avec les mains, il faut porter la vessie jusqu'à un but donné, généralement le porche d'une église ou l'entrée d'un bois, etc. Pour les joueurs, c'est véritablement une question d'honneur qui se joue là. Alors, on fait des équipes, les mariés du village contre les célibataires, ou bien les paysans contre les marchands, etc. Il semblerait que, au milieu du Moyen-Âge, toutes les couches de la société soient concernées. C'est très rare et très important. À une époque où on est dans une hiérarchisation très forte des activités, vous le savez. Les parties de soule, semble-t-il, étaient très violentes. J'ai entendu dire, mais ça ce sont de vieux souvenirs, qu'on allait jusqu'à étriper l'adversaire. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean Dury, je lui poserai la question tout à l'heure. Alors, on pratique ça bien entendu en France, mais aussi dans les îles britanniques. Quand je dis en France, en Italie, dans toute une partie de l'Europe centrale, hein, mais aussi en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande, avec évidemment toutes sortes de variantes. Je vous ai pas parlé de tous les jeux de balles, hein. Il y a le jeu des teufs, il y a ce qu'on appelait à la cour de Louis XII et de François Ier la grosse boule, qui était un jeu qui venait d'Italie. Le ballon était quasiment aussi haut qu'un homme, là, donc c'était encore autre chose. Bref, au fil du temps, la soule va se codifier, elle devient de moins en moins sauvage, si l'on peut dire. Elle reste symboliquement attachée à la notion de fertilité. Ramener la soule dans son camp, c'est rapporter le soleil sur les terres, d'une certaine manière. Il y a sans doute là un rite de fécondité qui rappelle certains rites païens archaïques. Surtout, la soule se veut une sorte de jeu initiatique. On s'y forge le caractère. C'est là peut-être que va naître une certaine dimension sportive qui, elle, alors oui, éclatera un jour dans le rugby. À Perpignan, sous le soleil ou la tempête, dans le stade frémissant, le rugby ce soir est en fête. Après les cris et les bravos, devant la foule recueillie, vibrent les chants régionaux, l'arbitre siffle la partie. C'est nous, les vrais champions de l'Ovale, nous sommes 15 réunis, et nous partons tous en rafale, de nos sports, le plus beau c'est le rugby. Un souvenir signé Henri Jeunesse sur Europe 1, les champions de l'Ovale. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et cet après-midi avec vous, Franck, on revient sur l'histoire de l'Ovalie. Alors avant de parler de l'Ovalie et du ballon ovale, parlons du ballon rond si vous le voulez bien, avec ce football qui peu à peu se formalise là encore dans l'histoire d'Angleterre et qui devient un peu le sport obligatoire des public schools. Vous savez, ces établissements très chics où la bonne société britannique forme ses cadres. Et c'est là en fait que va naître indirectement le rugby. Alors je vous raconte cette fameuse histoire de 1823. On est donc dans cette ville de rugby qui se trouve
trouve à une centaine de kilomètres dans le nord de Londres. Les étudiants sont en train de jouer au football. Alors c'est pas tout à fait le football que nous connaissons aujourd'hui, ça ne l'est même pas du tout pour tout vous dire. Mais enfin, c'est un jeu de balle au pied. Et voilà que le fameux William, qui a 16 ans, William Webb Ellis, au cours d'un match avec ses camarades, un match universitaire, attrape la balle. Il se met à courir avec et l'on dit que ce serait l'acte de naissance du rugby. Alors est-ce qu'il faut accorder beaucoup de crédit à cette histoire? Ce qui est sûr, c'est que c'est bien à rugby que les matchs de football ont évolué d'une certaine manière. Ils commencent par une vaste mêlée où le combat semble prédominer, au moins par en dessous. C'est à rugby que l'on talonne la balle dans son camp. C'est à rugby qu'apparaissent le plaquage, la passe, même le hors-jeu. Et on va se mettre à parler de football rugby. Ce nouveau sport gagne bientôt les autres collèges d'Angleterre. Et l'on va voir les étudiants d'Oxford, les étudiants de Cambridge se mettre à jouer au football rugby. Les élèves de rugby sont les premiers à instaurer ces espèces de nouvelles règles. Alors il y a 37 règles qui sont édictées pour commencer, qui légalisent le porteur du ballon à la main, au risque de se faire attraper et jeter à terre, hein, bien entendu, l'usage du hacking, les coups de pied sur les tibias, du tripping, sorte de croc en jambes porté par derrière, tout ça existait à l'époque. Le rugby ressemblait quand même, disons-le, à une espèce d'empoignade collective qui pouvait durer une vingtaine de minutes et à l'issue de laquelle le ballon était extrait pour un attaquant qui lui tentait ensuite d'aller le déposer dans l'embut adverse, comme on doit dire théoriquement, en évitant les agressions, etc. bien entendu. La règle du hors-jeu également a été instaurée, complétée par l'interdiction d'intervenir sur les personnes qui n'étaient pas à ce moment-là porteuses du ballon. Alors au début de l'année 1871, une vingtaine d'institutions du centre et du sud de l'Angleterre vont carrément créer la fédération du football rugby qui s'appelle la Rugby Football Union. Une nouvelle série de règles à ce moment-là est adoptée. C'est là qu'on adopte les 20 joueurs par équipe à l'époque. Les coups de pied, les crocs en jambes, tout ça est interdit. On a envie de dire heureusement. Tout joueur pris alors qu'il porte le ballon doit le mettre à terre afin de former une mêlée. Donc cette espèce de conglomérat de joueurs qui est à la base du nouveau sport. Les règles sont néanmoins compliquées. Elles sont tellement compliquées qu'au cours du premier match international officiel entre l'Angleterre et l'Écosse, on est le 27 mars 1871 à Édimbourg, la rencontre, semble-t-il, a été pour le moins perturbée parce que personne ne comprenait rien aux règles. Donc on n'arrêtait pas de faire des arrêts de jeu. Le match a duré, semble-t-il, très longtemps. Et pour la petite histoire, sachez que c'est l'Écosse qui, du reste, a emporté cette toute première manche. C'était donc l'Écosse qui gagnait par 4-1. En 1877, alors là, deux innovations majeures sur lesquelles je vais revenir dans un instant avec mon invité. D'abord, le nombre de joueurs qui passe de 20 à 15. Et puis, et c'est peut-être quand même l'essentiel, et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, Anissa, c'est la forme du ballon qui, à partir de 1877, est obligatoirement ovale dans cette forme de sport. Voilà ce que nous dit Jacques Verdier dans l'Anthologie mondiale du rugby. Sport de décideurs, d'universitaires, sport de la bonne société victorienne, mais sport de fidèles au double sens du terme, le rugby se réfugiera aussi à la même époque dans les églises, au point que de nombreux clubs paroissiaux voient le jour. Alors au cours, parce que tout ça change, bien entendu, le rugby change de visage. Au cours des années 80, il y a les ouvriers qui voient les jeunes seigneurs jouer et qui ont envie d'en faire autant. Et l'on va voir notamment, c'est peut-être par eux que ça passe d'abord, les bourgeois, les petits bourgeois de la upper middle class, qui vont se mettre à jouer. Et ce qui est très étonnant, c'est que si vous regardez les titres de champions entre 1888 et 1895, ce sont les grands comtés industriels du nord de l'Angleterre qui se les arroge, le Yorkshire, le Lancashire, etc. La majorité des joueurs sélectionnés en équipe nationale viennent d'ailleurs du nord du pays. Or, ces internationaux, dont la plupart sont donc des ouvriers, vont se mettre à réclamer un légitime manque à gagner pour compenser les heures de travail perdues pour la pratique du jeu. Un choix qui a été refusé par les hautes instances du rugby anglais. Les clubs du nord de l'Angleterre vont à ce moment-là devoir fonder leur propre fédération, la Northern Union, qui est l'ancêtre de la fédération de rugby
à 13. Et au sud, on continue à jouer à 15. Alors, c'est peut-être pas aussi clair que ça d'ailleurs, mais en tout cas, c'est bien comme ça qu'est née cette distinction entre jeu à 15 au sud, jeu à 13 au nord. Je dis au sud, au nord, aucune allusion à la France, parce que chez nous, c'est presque l'inverse, mais on y viendra tout à l'heure. Alors, malgré ces évolutions constantes, le rugby a tendance à se répandre, bien entendu. Ça marche, ce sport, ça plaît aux gens, et l'on voit le rugby gagner petit à petit toutes les terres d'influence britannique sur la planète. Alors bon, bien sûr, l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, etc., mais aussi la Nouvelle-Zélande, par exemple, où l'on va voir un rugby pratiqué d'emblée par des couches plus modestes de la population. Un rugby qui, du reste, constitue un facteur de rapprochement entre les colons et les Maoris. En Australie, c'est Calvert, qui est un ancien de l'université d'Oxford, et qui veut reproduire dans cette colonie anglaise, qui a très mauvaise réputation, une espèce de upper middle class, de société plus chic, qui va à l'université de Sydney introduire le premier club de rugby. On est là en 1863. En Afrique du Sud également, le rugby est importé d'abord par les colons britanniques, mais comme souvent, ce sont leurs adversaires, pour pas dire leurs ennemis afrikaners, qui vont s'en emparer. Puis ensuite, toutes les petites colonies d'Afrique du Sud, les Métis, les Indiens, etc., les Noirs vont se mettre à jouer aussi au rugby. Faudrait parler de l'Argentine, faudrait parler du monde entier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. Nous y venons dans un instant. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, revient dans un instant. Au cœur de l'histoire en été sur Europe 1, 7 jours sur 7, de 14h à 15h. Franck Ferrand. Il est question de rugby cet après-midi sur Europe 1 et nous revenons avec vous sur l'histoire de ce sport. Et Franck. notamment comment le rugby est arrivé en France. Vous avez compris, autant les jeux de balle sont sans doute arrivés dans les îles britanniques depuis le continent et notamment par les Français ou les Normands, on va y venir dans un instant avec Jean Dury, autant ce sont les Anglais qui nous ramènent évidemment le rugby. Il y a 2 jeunes Britanniques de la communauté anglophone du Havre en 1872, ils s'appellent Dreyfus et O'Connor, qui vont créer le Havre Athletic Club, qui est le premier club de rugby français. Donc ce sont les habitants du Havre que nous saluons, qui sont à la toute origine du rugby français. On a tendance parfois à l'oublier. Alors, le club arbore du reste les couleurs bleu ciel et bleu marine, qui sont les couleurs des universités d'Oxford et de Cambridge. La presse locale relate des rencontres entre marchands et étudiants britanniques implantés dans la ville. Tout ça mêle un peu le rugby et le football. On a j'ai envie de dire des rencontres mixtes. Et quelques années plus tard, c'est à Paris que le rugby apparaît, et là encore ce sont les Britanniques, ce sont des négociants textiles, des étudiants de passage, tous anglais, britanniques devrais-je dire, qui vont s'exercer dans le bois de Boulogne, dans le jardin du Luxembourg, etc., et fonder en 1879 le Paris Football Club. Donc c'est le tout premier club parisien. Alors comment expliquer cette implantation rapide ? Parce que le rugby plaît, encore une fois. On est dans cette époque où le sport est à l'honneur. On est dans la période où la France essaie de se relever après l'effondrement de 1870. On met le sport et l'hygiène en avance. Je ne vais pas vous reparler encore de Pierre de Coubertin, bien entendu, mais enfin il joue un rôle important. Et puis il y a une certaine anglomanie à l'époque. Tout ce qui vient d'Angleterre est bien, si je puis dire. De fait, comme dans tous les autres pays à l'exception de la Nouvelle-Zélande, le rugby est en France un sport qui est pratiqué d'abord par la bonne société et les milieux universitaires. J'avais un oncle qui disait le rugby est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen et le football un sport de gentlemen pratiqué par des voyous. Je lui laisse la responsabilité de ses propos. J'ai pas envie que le standard d'Europe 1 explose, mais en tout cas, il y a un peu de ça évidemment dans l'origine de ces sports. Les étudiants, les avocats, médecins, scientifiques, enfin tous ces gens qui sortent des grandes écoles sont à l'origine des premiers clubs de rugby français. Les élèves du lycée Condorcet vont participer à la fondation du Racing Club de France. D'autres vont créer le Stade français. C'est les 2 premiers à participer au championnat de France organisé, le tout premier en 1892. Entre-temps, le rugby va se propager dans les provinces et évidemment, comme ce sont les Anglais, vous avez bien compris, quelle est de France la ville la plus anglaise, si je puis dire ? Bordeaux, évidemment, où la présence britannique est très marquée, et c'est le Stade bordelais qui va être le premier grand stade la première grande équipe de province. Et à partir de
Bordeaux, le rugby va s'étendre dans le sud-ouest. Le stade olympique des étudiants toulousain en 96, qui deviendra le stade toulousain en 1907. Des clubs vont apparaître ensuite, alors un peu partout en France, à Grenoble, mais aussi à Dijon, à Nancy, jusqu'à Lille. Petit à petit, on peut dire que la province supplante Paris. En 1909, pour la première fois du championnat de France, aucun club parisien ne participera à la finale, puisque cette finale, elle opposera le stade toulousain au stade bordelais UC. À l'image de la France, le rugby, qui donc est venu de Grande-Bretagne, va ensuite conquérir le reste de l'Europe, si on peut dire. C'est le temps des premiers matchs internationaux, des tournées. Alors je vous ai dit que le premier international, il remontait à 1871 entre l'Angleterre et l'Écosse, mais les tournées durant lesquelles les équipes internationales se déplacent à l'étranger vont se développer à partir de maintenant. Les plus marquantes, c'est évidemment l'équipe néo-zélandaise. En 88, les Néo-Zélandais sont en tournée en Europe. Ils vont disputer 77 matchs, c'est-à-dire jusqu'à 4 par semaine. En 1905-1906, les Néo-Zélandais entament un périple de 7 mois sur le vieux continent. Ils vont donner une véritable leçon de rugby à tout le monde. Et en 33 matchs en Europe, la Nouvelle-Zélande ne subit la défaite qu'une seule fois sur 33. Vous imaginez à quel point ils impressionnent les populations, si l'on peut dire. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on se met à les appeler les All Blacks. Ils héritent ce qualificatif par une faute de prononciation d'un journaliste du Daily Mail au moment de l'envoi de sa copie. Vous savez qu'à l'époque, on a des sténos évidemment dans les journaux. L'expression « They are all blacks », ils sont tous derrière, devient « They are all blacks », ils sont tous de noir vêtus. Eh bien, les All Blacks ont acquis alors la réputation de guerriers presque invulnérables. Et je crois qu'on peut dire que d'une certaine manière, ils l'ont conservé jusqu'à nos jours. Bonjour Jean Dury. Bonjour. Bienvenue, nous allons parler du rugby. Alors moi j'ai posé les bases, mais maintenant nous allons bâtir la statue. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Titre com. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Le fameux et terrifiant haka des All Blacks à l'instant sur Europe 1. Franck Ferrand vous propose une émission spéciale rugby. Franck, vous recevez Jean Dury, écrivain, historien du sport et de l'olympisme et fondateur du Musée national du sport. On va revenir aux origines du rugby dans un instant, Jean Dury, mais quand même un mot de ce haka et de ces All Blacks. Ils sont terrifiants et pleins d'énergie. Comme diraient les Néo-Zélandais, yaka, gagner, aller jusqu'au bout. Alors ils ont fait cette première tournée en 1905-1906 et c'est à cette occasion qu'ils ont affronté le fameux 15 de France qui a disputé. L'équipe nationale a fait le premier match de son histoire à ce moment-là. Ça se passe au premier Parc des Princes, c'est-à-dire loin du centre de la capitale. Nous sommes le 1er janvier 1906 et les All Blacks, qui, entre parenthèses, vous l'avez dit tout à l'heure, avait perdu un seul match au Pays de Galles parce qu'un essai de Deans avait été refusé et sur son lit de mort, il a dit encore qu'il l'avait marqué. Sinon, ils auraient tout gagné. Mais bref, nous voici avec un 15 de France qui n'est pas encore fameux, qui fait ses premiers pas, qui est formé d'environ 12 Parisiens, un Havrais qui est d'ailleurs anglais, un Bordelais, un Lyonnais. Et les Français vont prendre la leçon 38 points à 8. 38 points à l'époque, parce que le compte des essais a beaucoup varié. Maintenant, il est de 5 points. Ça représentait 10 essais et 4 transformations. Mais les Français avaient tout de même marqué 8 points par Cessieux et Jérôme. Et ça a été le départ, puisque cette même année, ils vont rencontrer l'Angleterre. Et c'est l'amorce de ce qui va devenir de facto le tournoi dit des 5 nations. Alors, quelles sont-elles les 5 nations? On peut les rappeler quand même. Alors, si on peut appeler ça des nations, car c'est l'un des problèmes du rugby, qui parfois se veut comme la grenouille qui voulait être un bœuf. Grosse que le bœuf, oui. Nous avons l'Angleterre,
Le Nous bœuf avons étant le football, si je comprends bien dans votre esprit, hein, c'est ça l'idée? Nous avons le Pays de Galles, nous avons l'Irlande et nous avons l'Écosse. Et puis, comme vous l'avez dit, en l'an 2000, on a admis l'Italie. C'est Avec devenu chacun destination. son emblème, le chardon, mais c'était un- le chardon, le poireau, etc. Bien sûr. Oui, et le trèfle à 3 feuilles pour les Irlandais. Voilà. Pour les Français, le coq Le est coq, bien apparu sûr. en 1911. Mhm. Alors les Français ont fait leur début comme ils ont pu. Ils ont encaissé 12 défaites d'affilée. Et puis, le 1er janvier 1911, il y a eu tout d'un coup quelque chose d'extraordinaire, un événement, une victoire par 16-15 sur l'Écosse. Ça, c'était vraiment un événement. Mais en 1913, les choses vont un peu se gâter. Parce que contre l'Écosse, justement, il y a un match que la France perd de très loin. Les Écossais marquent 21 points. Le public, qui n'est pas encore très bien informé de la complexité des règles du rugby, ne comprend pas l'arbitre, lequel, pour se faire mieux comprendre, sourit à la foule. À la fin du match, la foule se précipite pour frapper l'arbitre. Il faut que quelques-uns s'interposent, puis les gardes à cheval. Et à ce moment-là, mais le 27 janvier, la France reçoit une lettre de l'Union d'Écosse qui dit que si un match doit se dérouler sous la protection des militaires, ça ne vaut plus la peine et que donc ils refusent de jouer l'année suivante avec la France. Ça a été, ça a dû être un choc quand même, évidemment. Ça a été un choc et il y en a eu un autre auquel on viendra peut-être tout à l'heure en 1931. Alors on parle de Coupe du Monde de rugby, on verra tout à l'heure ce que vous en pensez, mais c'est étonnant de voir que le rugby qui a fait tache d'huile dans un premier temps n'a pas réussi véritablement à s'implanter en dehors de la zone d'influence britannique, sauf donc en France, un peu en Italie, je parlais de l'Argentine, mais on peut pas dire que ce soit un sport qui ait été mondialisé comme le football. Et le football s'est peu à peu imposé. Ce ballon rond, rebondissant normalement, Avec des règles très simples. avec des règles relativement simples, effectivement, s'est imposé dans le monde entier. Et en France, il y a eu toujours un chassé-croisé entre le football et le rugby. Parce que les Français aiment bien que l'on gagne. Et il y a des moments où ce n'est pas du tout ce qui se passe. Pour le rugby, en 1920 est fondée la fédération. À ce moment-là, il y a environ 240 clubs. En quelques années, ce chiffre va être multiplié par 4. Mais apparaissent l'extrême brutalité, avec en particulier l'équipe de Quillan, qui est la première équipe sportive ayant eu un sponsor, qui était le chapelier Jean Bourrel, les chapeaux Tibet de Quillan, et ils montent une équipe de toutes pièces en racolant les joueurs, et ils sont champions de France en 1929. Mais durant cette période dans le Languedoc, il y a tout de même 2 morts et il y a aussi l'amateurisme marron. Les Britanniques sont sensibles à tout cela. Il y a les discussions des arbitres. Si bien qu'en 1931, les Home Unions britanniques envoient à la France le fait que pour l'instant, ils ont le regret de l'exclure du tournoi des 5 nations. Et à ce moment-là, le rugby va être en chute libre. C'est-à-dire que le public n'étant plus intéressé par de vagues matchs contre l'Allemagne ou la Roumanie, etc. En 1939, il ne reste que 471 clubs. On peut dire que le rugby a failli mourir en France, en fait. Oui, si l'on veut. Puis il y a eu la dissidence du rugby à 13, Alors, voilà. qui lui pouvait rencontrer des équipes britanniques, etc. Aujourd'hui, pour donner une idée, il y a environ 1600 clubs et 400 000 pratiquants en France. Et ça, c'est très intéressant parce que si on a les chiffres, par exemple, de l'Écosse, savez-vous combien il y a de joueurs de rugby en Écosse? Il y en a 13 000. Ah oui, c'est En curieux. Irlande, il y en a un peu plus de 50 000, dont 120 Vous professionnels. êtes en train de me dire que c'est un sport qui est devenu un sport français? Au pays de Galles, ils sont 60 000 sur 3 millions d'habitants. Et donc, après tout, on se dit que la France devrait toujours être au sommet. Pensez, 400 000 licenciés. Eh bien, ce n'est pas le cas, et ça, c'est à cause des vertus du rugby. Et pourquoi cette ovalie, comme disait tout à l'heure Anissa, pourquoi cette région plutôt du sud-ouest attachée au rugby Oui, alors ça, bon, dans le fond, ça pourrait revenir à votre prologue sur la Soule. Eh, peut-être. Alors, la Soule, une parenthèse.
quand j'ai reçu ma formation de muséologue, futur fondateur du Musée national du sport, enfin qui naissait déjà au Musée des arts et traditions populaires. J'ai vécu la Soule. C'est-à-dire que j'ai été envoyé à Berneuil-sur-Aisne, dans l'Oise, et c'était effectivement la Soule. Et alors, avec les gens, ils sont partis sur un plateau de charrette pour faire un peu de recettes aux alentours, et ils sont revenus pour un match justement entre les célibataires et les gens mariés. La Soule, c'était la masse informe qui se déplaçait, et ça pouvait durer plusieurs jours, et vous parliez tout à l'heure d'étripage, en fait, ça allait parfois jusqu'à mort d'homme. Et on se dit aussi que, si vous avez évoqué les Romains... Quand vous dites ça allait jusqu'à mort d'homme, au Moyen-Âge, je précise, pas dans les versions modernes. Quoique, mais d'accord. Quoique. C'était d'une extrême violence. Ce jour-là, tout le monde se défoulait, et les haines entre deux villages, par exemple, ce jour-là, c'est un exutoire, en fait, un grand exutoire. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des Romains exportant l'aspartame dans les îles britanniques, mais il faudrait aussi peut-être penser à Guillaume le Conquérant, Hastings 1066, parce que les Normands jouaient déjà à la Soule. Mais j'aurais aimé aussi, si vous le voulez bien, qu'on reparle de l'histoire de William Webb Ellis, ce qui nous fait un peu remonter le cours de votre propos. Ce que je vous propose, c'est de parler de William Webb Ellis, c'est-à-dire celui qui est censé avoir transformé la toute première fois le football en rugby. Il a transgressé la règle, il a pris le ballon à main nue, dit-on. Et puis on en profitera pour évoquer un certain nombre de grands noms du rugby. Je pense à Jean Prat, à Jean-Pierre Rive, à Serge Blanco, etc. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et vous recevez cet après-midi Franck Jean Dury, écrivain, historien du sport et de l'olympisme et fondateur du Musée national du sport. On parle bien sûr de rugby. Alors, vous vouliez revenir, Jean Dury, sur ce fameux William qui pose problème. En 2007, William Webb Ellis. En 2007, les éditions des Quatre Chemins ont eu l'excellente idée de publier les premières règles que vous avez évoquées tout à l'heure de 1845 et les lois de 1871. La préface était de Jean Lacouture, c'était un tout petit volume, et l'introduction était de Jed Smith, conservateur du musée de Twickenham. Et celui-ci abordait le sujet bille en tête. Approchons maintenant la plus grosse farce de l'histoire du sport, l'ignoble mythe créationniste, le mythe William Webb Ellis. Et il allait reprendre ce que l'excellent Henri Garcia, avait déjà exprimé en 1960 dans la collection Domaine du sport de la Table Ronde, puis l'historien Jean-Pierre Baudis dans son livre remarquable Histoire mondiale du rugby de 1987. Ça s'est passé de la façon suivante. Les gens de rugby ont eu une très grande influence sur l'évolution et la naissance de ce sport. Et à propos, tout à l'heure, vous avez évoqué ces premiers matchs et vous avez dit que ça durait environ 20 minutes. Oui, mais ça, c'était les périodes de pointe, car les premières règles nous disent que le match peut durer 3 à 5 jours. Oh là, on n'est pas loin de la Soule. Bon, alors, en 1895, des anciens élèves de l'école de rugby ont voulu célébrer leur école. Et alors, ils sont appuyés sur le témoignage d'un certain Matthew Rolksam, qui avait fait un article en 1880 et qui a repris ses dires, et c'est lui qui a évoqué ce geste inédit de William Webb Ellis. Mais en réalité, nous dit Jed Smith, on n'a jamais pu prouver la chose. Au contraire, quelqu'un comme Thomas Hughes, qui a écrit Tom Brown's School Days, qui est un livre qui a eu énormément de succès, était lui-même à rugby dans les années 1830. En cette année, il n'a jamais entendu le nom de William Webb Ellis, et il indique bien que le fait de prendre la balle en main s'est affirmé dans ces années 30, en particulier avec un certain Jem Mackey. Autrement dit, c'est une mystification historique totale, mais c'est une belle légende, disons. C'est une belle légende, et n'oublions pas qu'on a retrouvé un jour la tombe de William Webb Ellis, qui avait été pasteur au cimetière de Menton. À Menton.
Oui, à Ah Menton. bon, ben voilà, donc ça fait partie. et- La légende est couronnée, si je puis dire. La c'est légende est inattendu. couronnée, mais William Webb Ellis doit être détrôné. Alors, il faut bien comprendre que le rugby est d'abord et avant tout un sport d'équipe, Oui. mais c'est un sport qui autorise tout de même la manifestation de talents très singuliers, d'où l'émergence de figures. Si on devait faire une sorte de panthéon des grands rugbymen, ce serait qui d'après vous, Jean Duris? Alors, connaissez-vous la définition de Giraudoux en 1928? Ah non, mais je suis impatient de la connaître. Il nous dit, l'équipe de rugby prévoit 8 joueurs forts et actifs, 2 légers et rusés, 4 grands et rapides, et en dernier, un modèle de calme et de sang-froid. Ça, c'est vraiment magnifique, ça. l'équipe, c'est toujours valable. Et donc, c'est un sport fondamentalement collectif, avec les efforts des avants pour frayer le chemin aux attaquants qui peut-être iront à l'essai. À propos, ce terme d'essai ne vous intrigue-t-il pas? Pourquoi essai alors qu'en football on dit but, par oui. exemple? Eh bien tout simplement parce que au tout début, dans ces années que nous avons évoquées, franchir la ligne avec le ballon donnait droit à essayer un coup de pied qui ferait passer la balle par-dessus la barre. L'essai n'était même pas compté du tout. Mais le mot essai est resté. Et voilà. Alors, les grands noms, c'est absolument sans fin. Mais si on parle de la France, tenons-nous-en à la France, on oublie parfaitement un Marcel Communot qui dirigeait le 15 contre l'Écosse le jour de la fameuse première victoire. On oublie Eugène Ribert qui eut 34 sélections entre 1924 et 1931. Il a été très longtemps le recordman. Alors, il faut penser Paul aux grands... nous dit, n'oubliez pas les frères Vacrin et Béziers, nous dit-il, par exemple. Bon, mais Pourquoi pas on va peut-être avoir le temps de dire un mot de Béziers. Mais alors, il y a eu ces grands joueurs qui ont été des grands meneurs. Il y a eu Jean Prat, que les Anglais voilà. eux-mêmes ont appelé Monsieur Rugby, et qui était en même temps le capitaine et l'âme du Football Club lourdais qui a régné jusque les années 60. Ensuite viendrait Béziers, justement, à partir des années 70, si vous voulez. Et ensuite, on a toujours le Stade français et le Racing qui tentent de réapparaître. Les deux grands clubs aujourd'hui, c'est le Racing Club de Toulon et le Stade Clermontois. Et puis, j'oubliais le Stade toulousain, Bien sûr. qui en 2012 en était déjà à son 19e titre de champion. Donc, j'ai cité Jean Prat, mais il faudrait citer Lucien Mias, et en particulier la victoire contre les Springboks chez eux, totalement surprenante en 1958. Il faudrait citer Michel Cross, il faudrait citer Jacques Fourou. Le problème en citant certains, c'est qu'on va forcément en oublier d'autres. Évidemment. Et je vois Anissa qui trépigne parce qu'elle voudrait déjà être à Clermont-Ferrand, bien entendu. Pour vivre la Coupe du Et Monde, bien aujourd'hui, sûr. je cite très récemment Fabien Pelouse et Thierry Dussautoir, Bien qui est sûr. le capitaine du 15 de France. À propos, la Coupe du Monde, elle débute demain, mais elle va durer jusqu'au 31 Oui, c'est très long, octobre. c'est très long, oui. La finale à Twickenham. Donc, on aura le temps de D'ailleurs, reparler de rugby. Coupe du Monde et professionnalisation, on y vient dans un instant, mais pendant très longtemps, le rugby n'est pas discipline olympique, il faut le dire, ça. Ah oui, mais le rugby, il a été par hasard discipline olympique. Parce qu'en réalité, les Britanniques, qui, comme pour le football, entendent toujours contrôler les jeux qu'ils Oui, ont veulent- fondés, ne voulaient pas en être. Et donc, la dernière exhibition Ça, c'est du le rugby... sport national britannique, ne pas en être. hein. Alors, le dernier avatar olympique, ça a été en 1924 à Colombes, où la France rencontrait en finale, mais il n'y avait que 3 engagés dans ce tournoi, les États-Unis, et les Français ont été battus après un match extrêmement violent. Et puis tout d'un coup, voici que le rugby réapparaît sous le terme olympique. Il sera en 2016 à Rio de Janeiro, et tout ça à cause de l'avant-dernier président du comité international olympique, Jacques Rogge, qui avait été en même temps qu'un voileux international belge de rugby à 15. Mais c'est un rugby à 7 qui est totalement différent du rugby à 15 et qui donc s'implante plus facilement sur Oui, c'est l'ensemble plus de la facile à jouer. planète. Les équipes sont forcément plus faciles à constituer. Mais ça veut dire que la définition de Jean Giraudoux, du coup, n'est plus Ne serait valide. plus valable. Ah, évidemment. Alors, les premières Coupes du Monde, c'est très récent, somme toute. C'est en 1987. C'est en 1987 et ça a été dû aux efforts en particulier d'Albert dit Bébert Ferras, qui a été le président de la Fédération française de rugby pendant 23 ans, ayant été élu en 1968. Les Britanniques n'en voulaient pas.
Et puis, tout de même, ça s'est imposé. Et en 1987, pour la France, il y a eu en particulier un match épique, la demi-finale contre l'Australie. Le match était perdu. Au tout dernier moment, il y a eu un essai génial de Serge Blanco, un des autres grands joueurs que nous aurions pu citer. Et alors, cette première Coupe du Monde, elle a été suivie dans le monde par 230 millions de téléspectateurs. Ce n'était pas mal. Mais en 2007, quand ça a été organisé en France, ils ont été en audience cumulée 4,2 milliards de téléspectateurs, voilà, ce qui montre les progrès. Voilà, une transformation, pour pas dire une transfiguration du rugby. Patrick nous demande du reste si le sport, si ce rugby, n'a pas fait un énorme bond depuis sa professionnalisation dans les années 90. Alors, justement, s'agit-il du même rugby que celui dont nous avons parlé ? C'est tout à fait différent. Certaines règles ont changé. En particulier, le nombre des remplaçants a considérablement augmenté. Il y a des tas d'éléments. Il y a les éléments économiques, tout simplement. Les chiffres des droits télévisés ont bondi d'une façon incroyable. Et puis, les salaires des joueurs. La multiplication des matchs avec des calendriers démentiels. Le fait que, sur un match, on joue beaucoup plus intensément qu'autrefois. Tout va plus vite, tout est plus difficile. D'où évidemment des tentations comme celle du dopage, des blessures à répétition et une inquiétude. Est-ce que le rugby à 15 ne se dirige pas vers les affrontements si violents du football américain ? Eh oui, et d'ailleurs il y a des points communs entre les deux disciplines, mais ça, ce serait un peu long d'y entrer, bien entendu. Merci infiniment Jean Dury. Ce qui est sûr, c'est que le nombre d'ouvrages publiés sur le rugby est lui en explosion. Nous en avons une pleine étagère là dans le bureau. J'en citerai un seul, l'anthologie mondiale du rugby de Jacques Verdy est publié chez Flammarion. C'est un livre remarquable. Il y en a d'autres, des livres remarquables. C'est un livre absolument remarquable et surprenant parce qu'une anthologie, ce serait en principe un recueil de citations. C'est pas du tout le cas. C'est une analyse de l'ensemble du rugby. Bien sûr. Et en 2010, Jacques Verdier, qui est en même temps le directeur du Midi Olympique, avait publié Rugby l'autrefois. Il devient un des grands écrivains du rugby. Et puis aux éditions Nouveau Monde de Jean-Pierre Dorian et Pierre Galli, Rugby 150 ans d'histoire avec une préface de Raphaël Ibanez. Et ce sont tous les deux des rééditions, comme le dictionnaire amoureux du rugby. Et oui, bien sûr. Et là, on retrouve la politique des éditeurs français. Ils l'ont montré en 1924 au moment des Jeux Olympiques. Quand il y a un support, tout d'un coup, on publie des livres. Et effectivement, sur le rugby, il commence à s'accumuler. Le dictionnaire amoureux du rugby, c'est de Daniel Herrero. Et c'est évidemment chez Plon et Flammarion pour ce qui est de l'illustration. Magnifiquement illustré. Merci beaucoup Jean Dury. Je rappelle votre propre tour du monde des sports avec Thomas Tessier aux éditions Rue des Enfants. C'est une sorte de bible du sport pour les enfants. Une façon d'entrer dans ce monde extraordinaire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est une question d'Olivier sur la page Facebook d'Au cœur de l'histoire pour cette émission spéciale rugby. Il voudrait connaître l'origine de l'objet dont les équipes du top 14 rêvent chaque année, le bouclier de Brennus. Oui, c'est le championnat de France de rugby, pour employer le vrai terme, ce top 14. Et effectivement, l'équipe vainqueur se voit décerner le bouclier de Brennus. Alors d'où vient ce bouclier de Brennus ? La légende voudrait que ce soit issu de l'Antiquité. Vous connaissez Brennus quand même, ce grand chef gaulois qui avait emmené les Gaulois jusqu'à Rome et qui avait ravagé la ville éternelle en 390 avant notre ère. La ville avait été assiégée et les pauvres Romains avaient fini par ouvrir leurs portes. Alors ça, c'est le bouclier de Brennus historique, mais en vérité, l'origine du bouclier de Brennus est moins épique. Le bouclier vient de Charles Brennus, qui était un graveur-sculpteur installé à Paris au XIXe siècle, et il est passionné de sport, de rugby, président de la commission du football rugby dont je parlais tout à l'heure, dont le secrétaire est le baron Pierre de Coubertin, et c'est Coubertin qui, pour immortaliser la première finale du championnat de France en 1892, donc entre le Stade Français et le Racing Club, veut offrir au vainqueur une récompense digne de ce nom et va faire réaliser ce bouclier de bois et de cuivre avec au centre une pièce circulaire ornée de symboles patriotiques avec la devise latine Ludus pro patria, le jeu pour la patrie. J'ai à peu près bien dit, Jean Dury ? Oui, à cette nuance près que ça devrait vraiment s'appeler
le bouclier de Coubertin, parce que c'est lui qui l'a dessiné, qui l'a offert. Oui, mais le jeu de mots serait perdu. Et qui a arbitré la première finale du championnat de France le 20 mars 1892 à Bagatelle, où le Racing, par 4-3, battit le Stade français.